Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné du chargé d'affaires à l'ambassade du Danemark et de l'ambassadeur de la Suède dans notre pays, était en visite samedi dans la ferme Clédou et dans le village de Korokoro. Sur place, les visiteurs ont pu apprécier l'élevage d'oiseaux et la pépinière des femmes de Korokoro qui ambitionnent de réaliser 10 millions de pots de plants. L'objectif de toutes ces réalisations est d'enrichir nos forêts classées en faune et en flore. Le ministre Ousmane Agricha et les diplomates ont promis d'accompagner ces initiatives pour l'atteinte des objectifs visés. Reportage Tiemogo Sagara. La ferme Clédou a été la première étape de cette visite. Ici, le ministre Ousmane Agricha et les diplomates qui l'accompagnent ont apprécié les sous-produits des autruches avant de visiter les parcs qui abritent à ce jour 2500 autruches, l'enclos des 25 tortues, les nandous et les kangourous nouvellement arrivés dans cette ferme de 300 hectares. Les visiteurs du jour ont également échangé avec les élèves vétérinaires venus ici pour parfaire leur formation pratique. C'est très important de venir sur le terrain, de rencontrer les villageois, de voir qu'avec un peu de soutien, avec des associations, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on a vu ce matin dans la ferme de Clédou et aussi ici dans... La deuxième étape de la visite a concerné la pépinière des femmes de Korokoro. D'une superficie de 4 hectares et demi, cette pépinière est exploitée par les femmes du village dans le cadre de l'exécution d'un projet initié par l'association des compagnons de la nature, la faune et la flore. Il s'agit de produire 10 millions de plantes au cours de la première phase du projet et 15 millions pendant la deuxième phase. L'objectif est de reverdir les forêts classées qui sont en voie de dégradation avancée. Au niveau du département, nous avons réfléchi avec l'ensemble de nos services techniques pour voir quelle option faire justement pour que ces forêts classées puissent être sauvées. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. L'État aujourd'hui, je ne dirais pas n'a pas les moyens. Il a les moyens, mais il n'est pas outillé pour gérer une forêt. C'est le secteur privé qui a l'outil, mais qui n'a pas beaucoup de moyens. Le ministre et sa délégation ont promis d'accompagner M. Koulibaly afin que les forêts classées soient riches en faune et en flore. Autre bien à protéger, ce sont les manuscrits de Tombouctou. À Tombouctou, là-bas, près de 5000 manuscrits ont été pillés par des extrémistes salafistes. Le directeur de l'Institut Ahmed Baba s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts et envisager les mesures alternatives. Abdul Kadri Maïga a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir Tombouctou par rapport à la récupération des manuscrits. Envoyés spéciaux, Chérif Moulay, Adama Djimde. Ces manuscrits constituent la mémoire de la cité des 333 saints. Ils traitent des domaines les plus divers et variés tels que la littérature, les sciences, l'histoire, la sociologie ou encore la théologie. Près de 5000 ouvrages ont été brûlés par les salafistes. Le premier responsable du centre Ahmed Baba envisage une autre stratégie de récupération et de conservation de ces biens précieux qui appartiennent à toute l'humanité. Dans ce sens, il faut que toute la communauté vraiment s'intéresse, vraiment s'implique pour la sauvegarde de ce qui reste. Et essayer maintenant d'avoir les manuscrits qu'on vient de perdre. Avec aussi maintenant amener ce qui a pu être sauvé. Le dispositif de numérisation a été saboté et emporté. Les occupants avaient emporté tout avec eux, surtout les cerveaux. Bon, il y avait les écrans qui étaient restés, mais quelques écrans, pas l'ensemble des écrans, parce qu'ils ont endommagé aussi certains écrans. Après le saccage des lieux, les chercheurs sont parmi les premiers perdants. Tous les chercheurs, les travailleurs de CEDRAB, les catalogueurs, les numérisants sont déplacés à Bamako. Les manuscrits, une partie est là, donc une partie a été brûlée, une partie a été saccagée. Donc vraiment, ça crée des problèmes. L'histoire de Tombouctou est liée à celle des manuscrits. 2 milliards de francs CFA à l'Afrique du Sud.
Toutes nos excuses pour ces quelques problèmes de son constatés dans la diffusion de cet élément. En 5e région, il y a environ une semaine, les populations de Mopti et Sévaré sont confrontées à une coupure d'électricité. Pour s'enquérir de l'état réel de la situation, de ses conséquences sur certaines activités, une équipe de reportage de l'ORTM Mopti s'est rendue dans les deux villes auprès de certains abonnés. Moustapha Doumbia. Depuis près d'une semaine, la coupure d'électricité durant la journée est devenu un phénomène fréquent dans les villes de Mopti et Sévaré, ce qui, du coup, a ralenti plusieurs activités. Ainsi, bon nombre d'ateliers de soudure ou de couture, les banques et les microfinances, les stations d'essence et autres structures dont les travaux dépendent en grande partie de l'électricité utilisent comme moyen alternatif des groupes électrogènes. On fonctionne sur un groupe électrogène tous les jours, donc c'est vraiment désolant, mais on fonctionne ainsi. Imaginez, par jour, on consomme au moins 50 litres tous les jours. Ça va faire vraiment un coût énorme pour la banque. Vraiment, ça nous donne de la peine. On n'arrive même pas à faire des recettes, quoi. Le courant, c'est la vie. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vie. S'agissant des structures de santé, certains centres de santé ne sont pas à l'abri du délestage. Parmi ceux-ci, le centre médical Mali-Gavardo. Notre centre a été déclaré comme un site d'URENI, une unité de récupération nutritionnelle intensive. Mais des fois, nous recevons ces enfants avec beaucoup de complications. Ils viennent des fois dans un état affaibli et ils ont besoin d'être oxygénés. Et pour les oxygéner, il faut l'électricité. Et nous avons un groupe électrogène que nous mettons en marche, mais faire tourner aussi un groupe 24 heures sur 24, c'est pas facile. D'autres structures régionales, parmi lesquelles le bureau des douanes de Mopti, la Société malienne de gestion de l'eau potable, sont aussi touchées par la coupure d'électricité. Quant aux radios privées, elles sont aussi obligées de marcher sur groupe électrogène ou de ne pas émettre durant la journée. Face à la situation, nous avons approché la direction régionale de l'EDM-SA de Mopti. Nous espérons que les clients vont nous comprendre parce que c'est l'état même du pays. Le délestage est plus chronique à Bamako et dans les autres régions que Mopti. Dans cette situation de délestage, le jour, il y a les endroits prioritaires qui sont sécurisés, tels que les forces de sécurité, les hôpitaux, les services de santé, l'administration publique. Et en cas de situation ponctuelle, nous sommes prêts à alimenter d'autres endroits. Signalons que malgré l'absence d'électricité durant la journée, certains services, dont la Société malienne de gestion de l'eau potable, ont choisi de travailler jusqu'à 23 heures pour servir leurs clients. Sans électricité, pas d'industrie, s'enquérir des conditions de travail et des problèmes auxquels sont confrontées les unités industrielles de transformation des graines de coton de la région de Sikasso. Tel est l'objectif de la mission d'information et de sensibilisation du ministère des Investissements, de l'Industrie et du Commerce qui vient de faire un bref séjour en 3e région de Sikasso. Le compte-rendu de Fatoumata Diallo. L'huilerie cotonnière Alcoma SA, basée à Bougouni-Touakabougou, a été la première unité industrielle à recevoir la mission d'information et de sensibilisation conduite par le chef de cabinet du ministre des Investissements, de l'Industrie et du Commerce en 3e région. La mission, qui a porté essentiellement sur la sécurité sanitaire des produits qui dérivent de la transformation des graines de coton, que sont l'huile et l'aliment bétail, a permis aux missionnaires de constater de visu les conditions de travail dans les usines de Bougouni, Koutiala, Sikasso, de la matière première aux raffineries, en passant par les salles de presse, les laboratoires. Qui parle d'huile parle de consommation, parle de santé publique, et notre département est fortement interpellé par rapport à la qualité de l'huile. Donc on vérifie les usines qui n'ont pas d'agrément. On essaie de voir si les engagements qui avaient été pris il y a 2 mois, il y a 3 mois, ont été respectés. Sinon la DNCC sera obligée de passer à la phase de la répression qui consiste à fermer les usines. Une opportunité alors pour les industriels sikassois d'extérioriser les problèmes qui les minent, entre autres écoulement des produits, coûts exorbitants de l'électricité. Le développement d'un pays ne peut pas aller sans les industries, quoi. Nous, c'est vrai qu'on a des industries comme certaines sont artisanales, mais au moins il y a cette volonté d'industrialisation parce que ça nous permet de transformer sur place nos produits. Et le Mali a beaucoup de potentialités, ça nous permet de créer de la valeur ajoutée, ça nous permet aussi de résorber quelque peu le chômage. Donc à ce niveau-là, je pense que le bilan est satisfaisant.
La promotion de l'énergie solaire, le prélèvement régulier des échantillons par l'eau de production aux fins de leur traçabilité et le perfectionnement des emballages ont été parmi tant d'autres les conseils prodigués par la mission d'information qui n'a pas manqué de rencontrer les industriels et les autorités administratives à chaque étape de la visite. Toujours à Sikasso, rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale pour le mandat 2013, et c'est Mahamadou Sogodogo qui aura la charge de conduire les destinées de l'organisation. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions. Compte rendu, Sekou Konaté. C'est avec l'hymne national et la déclaration de principe que les GCI de Sikasso ont donné le ton de cette cérémonie de rentrée solennelle de l'organisation pour le mandat 2013. Occasion pour le président sortant de dérouler les acquis du mandat 2012. Parmi les activités réalisées, on peut citer entre autres les dons de hangars de protection à la police nationale, dons de casques aux meilleurs élèves, la formation de 24 secrétaires et assistants de direction. Des acquis à préserver et à consolider. Pour 2013, les chartes de l'organisation reviennent à Mahamadou Sogodogo. Il place son mandat sous les signes des citoyens exemplaires. Tout un symbole. Le choix du dit thème n'est pas fortuit. Cela est dû au contexte sans précédent que notre patrie, le Mali, traverse avec beaucoup de difficultés. Raison pour laquelle la Jeune Chambre internationale de l'AM de Sikasso compte mener un vaste programme d'activités parmi lesquelles nous pouvons citer les émissions radiophoniques sur la citoyenneté, les contributions pour soutenir les efforts de notre vaillante armée. Un vaste chantier qui bénéficiera de l'accompagnement du parrain Yaya Bamba, président du conseil régional et des autorités régionales. Ces orientations participent, à n'en pas douter, à la mise en œuvre du processus de développement économique et social de notre pays et permettront de contribuer à la construction d'une nation forte, une et indivisible. Le président national, le sénateur Youssouf Diawara, d'inviter les GCI à continuer à servir d'exemple. Attestation de reconnaissance décernée à l'OLM de Sikasso et la prestation de serment de nouveaux membres ont constitué des moments forts de cette rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Sikasso. Une nouvelle vision de paix et du développement humain, c'est le thème d'une conférence débat tenue à la mairie de Kati. C'était à l'occasion du lancement officiel de la Semaine mondiale du Rotaract. Au menu des activités cette semaine, des soirées culturelles, des actions de salubrité, des campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté et des rencontres sportives. Reportage Fademba Keita. Les jeunes eurotractiens de Kati considèrent la paix et la non-violence comme éléments incontournables pour le développement d'une nation. C'est pourquoi, en collaboration avec le Rotary International District 9100, ils ont choisi comme thème de cette conférence débat une nouvelle vision de paix et du développement humain. Une conférence qui lance les activités de la Semaine mondiale du Rotaract. Au cours de la semaine, nous avons plusieurs activités, notamment les conférences débat dans les écoles, les établissements scolaires. Nous avons des matchs de football, nous avons des soirées culturelles et beaucoup d'autres activités qui peuvent intéresser les jeunes, surtout dans le cadre du développement. Pour le conférencier, le rôle de la jeunesse dans la résolution des conflits et l'éducation à la citoyenneté sont prépondérants pour asseoir une paix durable. Je crois qu'il est absolument indispensable, c'est qu'ils sachent qu'ils ont un rôle fondamental à jouer. La paix passe par eux. Ils sont le futur du Mali et il faut absolument qu'ils s'impliquent personnellement, qu'ils se sentent responsables et pas uniquement des courroies de transmission de choses qui viendraient d'ailleurs. La Semaine mondiale du Rotaract, qui s'étend du 8 au 13 mars 2013, se déroule dans près de 177 pays à travers le monde. Au Mali, elle est placée cette année sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Grand format de ce journal des écrivains, on en connaît une volée, mais des écrivains étudiants en voilà une nouvelle race. Notre reporter Souri Ibrahima Keita en a rencontré deux. Aïcha Diarra et Oumar Sidibé ont produit chacun un livre pour arroser leur 18e anniversaire. Inédit dans un pays où l'une des plaies de la jeunesse s'appelle manque de lecture, et d'où le clin d'œil de notre équipe de reportage qui a passé 3 jours avec nos deux jeunes auteurs.
Portrait croisé signé Sori Ibrahima Keïta, portrait soutenu par la musique de Ali Farka Touré, et cela inspire. L'arbre fait les fruits, la terre a fait l'arbre. Comme un homme en train de somnoler, les fleurs d'un grand amour ont été meurtries. Un extrait du tout premier poème de mon livre, Les larmes de la tombe, qui contient une 60aine de poèmes. Dans ce pays, tout se dit va à une vitesse inexplicable. Les mœurs sont telles que beaucoup d'hommes font plutôt attention à leur réputation car cette variable et la richesse y sont tout. 3 facteurs faiseurs de rois, d'écrivains vedettes, ont souri cette année à 2 jeunes auteurs de 18 ans, Ferrar Sibe Bali. Pourtant, il a suffi une œuvre de référence, un inspirateur, un incitateur, et voilà des écrivains en herbe de vrai. Le thème principal du roman, c'est la guerre. Et dans cette guerre, on retrouve le terrorisme. C'est sur les problèmes quotidiens, les problèmes de tous les jours que n'importe qui d'entre nous peut rencontrer, le problème de la mort, de la corruption, de l'injustice des dirigeants, la faim, la pauvreté. Aïcha Diarra et Oumar Sidibé ont en commun cette passion pour l'écriture, les sports et surtout pour la politique. Engagés, ils le sont donc jusqu'aux ongles. Tout a commencé en première année du lycée, j'avais alors 14 ans, mais c'est précisément à 15 ans que j'ai commencé l'écriture. Ma première fois de voir un poème de Victor Hugo qui était Demain dès l'aube. Donc, on avait fait ça sous forme d'une récitation. Quand le professeur lisait, donc je me suis dit, et pourquoi moi aussi je ne peux pas écrire quelque chose de ce genre? Le poème m'avait fasciné, donc j'ai commencé à aimer la poésie comme ça. J'ai commencé à imiter Victor Hugo. J'ai écrit mon tout premier poème quand j'étais en 6e année. L'inspiration, c'est venu des événements qui marquaient la communauté internationale. Et bien, plus précisément le Mali, parce que moi j'ai commencé à écrire ce livre au moment où le Mali entrait dans une phase difficile, au moment où les terroristes étaient pratiquement en train de prendre le nord du Mali. Les garçons avaient fait un brillant travail et sur le plan de la forme aussi bien que sur le plan du fond. Donc, nous, tout de suite, nous avons dit c'est l'occasion pour que notre maison puisse célébrer un 18 ans avec une production pareille. Et quand nous avons regardé également dans notre recueil, il se trouve que, pas seulement à Djamena, mais au Mali, il est parmi les auteurs les plus jeunes au Mali. Par les temps qui courent, c'est un bon exemple. Et du jour où j'ai vu Mlle Diarra, j'ai parié effectivement sur cette fille, en raison de la qualité de ce qu'elle a présenté, en raison de la forte personnalité qu'elle amenait. Et nous n'avons pas hésité, un seul instant, à prendre en charge son texte et à l'accompagner. Je voudrais faire des études de droit et devenir bientôt magistrat. Comme je fais marketing à la Flash, j'aimerais ouvrir une entreprise. J'aime beaucoup la politique et je voudrais dans le futur être un homme de politique. J'aimerais aussi me lancer un peu dans la politique, vu que nos aînés n'ont pas... la plupart de nos aînés n'ont pas été à la hauteur. Moi, j'aimerais vraiment changer les choses. Aïcha est une fille très rebelle. Elle est très rebelle. Elle est vraiment décidée à se battre contre la corruption, contre les mauvais dirigeants. Je la voyais tout le temps écrire. Moi, je la demandais même si elle se reposait. Bon, mais elle ne m'a jamais dit qu'elle faisait un livre. C'est lorsqu'elle a fini d'écrire maintenant qu'elle m'a dit qu'elle est en train de préparer un livre. J'aime bien Césaire parce que j'aime bien son côté engagé. Je dirais même que c'est le poète que je préfère. Mes écrivains préférés, je commencerai par aimer Césaire, Victor Hugo et Nietzsche. J'aime beaucoup aussi Jean Roumain, qui est le concepteur du roman Gouverneur de la Rosée. M. Sidibé est un modèle, est un bon exemple que nous voulons instaurer dans l'idée et dans la mentalité des jeunes afin qu'ils soient suivis comme exemple. Aïcha Diarra, on peut dire qu'elle est un modèle
un exemple pour cette jeunesse malienne, et surtout avec ce recueil de poèmes qu'elle a donc écrit, étant très très jeune, on peut dire, car elle est dotée d'une intelligence vraiment remarquable et également un esprit de créativité qui lui a permis de reconstituer tout de même un écrit qui va servir d'exemple à cette jeunesse malienne. Aujourd'hui, Aïcha Diarra est connue comme écrivain et poète, mais elle est surtout connue aussi comme la fille de 18 ans là, qui a conduit 200 jeunes à la primature pour dire au Premier ministre de l'époque: ça suffit comme ça, nous voulons un meilleur Mali. Comme l'œuvre est fonction de l'individu, des événements ayant marqué le cours de son existence, eh bien, l'actualité politico-sécuritaire du Mali marque profondément nos jeunes écrivains. Vu la situation dans laquelle le Mali était, c'était vraiment désolant. Mais actuellement, vu comment il se relève, là, ça nous encourage beaucoup plus. Après la crise, ce que moi je souhaite, ça c'est vraiment que tous les Maliens se rassemblent, que nous soyons un et uniques, que la corruption soit punie. Si la corruption n'est pas punie, le problème continuera toujours. La jeunesse c'est quelque chose d'unique. Elle ne se vit qu'une seule fois, elle ne se présente qu'une seule fois dans la vie. Et moi je pense que c'est bien là le moment idéal pour construire son avenir ou à défaut les détruire. Ce sont nous les jeunes appelés à diriger le pays plus tard. Nous devons nous instruire afin de mieux le diriger. Malgré leur passion commune, nos deux vedettes signeraient superbement. L'une habitant le quartier Sans Fil et l'autre Djikoroni. Depuis le vendredi 8 mars 2013, cette frontière n'existe plus. Retrouvailles utiles Eda. Cette rencontre a été pour moi exceptionnelle parce que bien sûr, on a des points en commun. Cette rencontre avec M. Sylvé est une rencontre vraiment spéciale pour moi parce que vu que lui et moi, nous sommes tous les deux des jeunes écrivains, et voilà ce que j'ai aimé, c'est que nous avons les mêmes visions pour notre pays. Nos écrivains en herbe aspirent certainement à devenir grands et réputés, pourvu que Dieu leur prête longue vie et talent. Voilà, des livres d'actualité à lire absolument. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h, vous retrouverez Aïssata Ibrahim Maïga pour la grande édition du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.